Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un thème, c'est celui de l'héroïne chic. Je pensais pas que j'allais aborder un thème, je pensais que c'était une période qui était révolue, qu'on avait laissé ça en 2000 avec les jeans taille basse et les vestes en rose là bien pétant et les leggings Galaxy. Je pense qu'on a tous voulu avoir cette robe ou ce legging Galaxy, mon dieu quelle erreur. Malheureusement, c'est revenu. En tout cas, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder du coup le terme de héroïne chic. On va voir ensemble son histoire, comment ça en est arrivé, qu'est-ce que ça représente, mais aussi toutes les conséquences que cette mode, on va appeler ça comme ça, a sur le corps humain, a sur les jeunes filles, a sur notre vie. Sans plus tarder, on va commencer dans la vidéo. Je vous laisse vous abonner, me mettre un petit commentaire et on va commencer tout de suite. L'héroïne chic, c'est un terme qui est apparu dans les années 90, qui représente exactement ce que le nom veut dire, c'est-à-dire un style physique qui a comme conséquence la consommation d'héroïne. Il faut d'abord associer au destin malheureusement tragique de la supermodèle Gia Karangi. Malheureusement, elle était tombée dans la drogue, car c'est seulement à 26 ans que la jeune Gia découvre en fait le monde de mannequinat. Elle va tomber dans l'addiction de l'héroïne et elle va décéder en 1986 de virus de sida. Son histoire est d'ailleurs bien décrite dans un film où c'est Angelina Jolie qui interprète le rôle principal sur sa vie, sur comment elle est tombée en fait dans ses addictions, et c'est sans tarder du coup que le monde de la mode s'est approprié ce style, on va dire en style, c'est pas vraiment, voilà, c'est assez grave quand même, de l'héroïne chic et l'a un peu glamourisé. En fait, l'héroïne chic représente quoi exactement? Pour avoir les codes de l'héroïne chic, il faut être très mince, pâle et avoir un peu ce style minimaliste. Je trouve que c'est assez dérangeant en fait de glorifier des personnes qui sont quand même malades, et glorifier ça, bien évidemment, comme vous pensez, ça donne des dérives. Mais en fait, ça me fait penser à une époque particulière. C'est pas la première fois, en fait, qu'on glorifie des maladies. Comme là, c'est le cas avec l'héroïne. C'était le cas aussi à l'époque victorienne. En fait, à l'époque victorienne, si vous vous renseignez un petit peu sur regarder des photos que je mettrai un peu ici, vous allez voir que les femmes qui étaient considérées les plus belles par la société, c'était les femmes qui étaient extrêmement pâles et avec des joues un peu rosées. Et vous allez me dire, mais en fait, c'est pas si grave. En quoi une femme pâle avec des joues rosées peuvent être très bien considérées comme un signe de beauté. En fait, c'est que ces caractéristiques-là qu'on demandait faisaient penser à une maladie très particulière qui a ravagé beaucoup l'Europe et le monde entier, la tuberculose. En fait, une des principales symptômes de la tuberculose, c'était la pâleur de la peau, c'est-à-dire que la personne était extrêmement pâle et ses petites joues rouges à cause de la fièvre. Et en fait, ils trouvaient que ce côté de quasiment à la mort, ils trouvaient ça glamour, me demandez pas pourquoi, c'est toujours aussi bizarre. Et quand même, c'est fou de considérer qu'une femme qui a la tuberculose qui va mourir, parce que voilà, à l'époque, il n'y avait pas encore de cure, était considérée comme une personne, on va dire, au summum de sa beauté. Il y a bien un problème là-dedans. Et c'est le même principe pour l'héroïne chic. L'héroïne, c'est pas beau. Quand vous regardez des photos avant-après, des personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, qui ont consommé l'héroïne, c'est une drogue qui est vraiment très fatale et a des conséquences drastiques. Et je trouve ça inadmissible quand même de glorifier ce type de corps, ce type de maladie. Et en fait, je croyais qu'on allait plus du tout entendre parler de ce style de mode qui a été laissé en arrière avec des mannequins comme Kate Moss qui était vraiment très mince. L'arrivée de 2010 et du coup principalement qu'on les aime pas, les Kardashians, ils ont un peu changé, on va dire, le game. C'est-à-dire quand ils sont arrivés avec leurs courbes, ils sont arrivés avec, voilà, ils étaient pas minces du tout. Et en fait, ils ont commencé un peu à mettre en avant l'idée que le corps d'une femme pouvait être beau sans être forcément mince, à mettre en avant le fait que aussi, il fallait aimer le fait qu'on ait des courbes, que c'est complètement naturel, et de ça n'est conséquence aussi un gros mouvement que c'est le mouvement body positif, le fait que il faut s'aimer comme on est, et que le corps n'est pas non plus un vêtement qu'on peut porter, mais que on n'a pas à subir les changements on va dire de beauté, des critères de beauté de la société, que toute femme est belle. Sauf qu'en fait le problème apparaît quand on commence à voir que les Kardashians perdent énormément de poids. On pense tous à la robe de Marilyn Monroe, où en gros Kim Kardashian avait dit qu'elle avait dû perdre énormément. On les voit de plus en plus apparaître minces. En fait, on voit Kim qui a sûrement retiré ses implants mammaires. On voit sa sœur Chloé qui a aussi retiré ses implants de fessiers. Et du coup, ça nous montre malheureusement que l'âge de la maigreur revient de plus en plus dans notre société. On voit aussi sur les passerelles des mannequins de plus en plus maigres qui nous rappellent drastiquement en fait l'époque de Kate Moss et l'époque de la glorification de l'héroïne chic.
Et en fait, les mannequins, ils ont toujours été minces, hein, principalement parce que les créateurs de mode ne veulent pas que le corps de mannequin abîme leurs vêtements, c'est-à-dire qu'en fait, il faut s'imaginer qu'une mannequin, c'est juste comme un cintre. Il y a aussi, après, il y a un côté économique, c'est que plus la personne est mince, moins de tissus on utilise, et surtout que parfois on utilise des tissus qui sont extrêmement chers, et du coup, on considère que si on prend quelqu'un avec un peu plus de forme, une personne, on va dire, lambda, on aura besoin de beaucoup plus de tissus que si on prend une personne qui fait, on va dire, 40 kg. Et même si on a pu voir un peu, avec le moment de body positif, quelques femmes avec des courbes qui sont apparues. On voit par exemple Victoria's Secret qui a beaucoup été critiquée et qui aujourd'hui commence un peu plus à mettre des femmes avec différentes formes, hein, avec différentes formes, des femmes en fait lambda. Chanel aussi l'a fait ça, mais ça reste quand même très minoritaire quand on regarde une passerelle. Il reste quand même beaucoup de personnes minces. Et on voit aussi par exemple chez les hommes, ça n'a pas changé. En fait, ça a toujours été des hommes minces. On a vu très rarement des hommes avec un peu plus de forme, alors que des hommes qui ne sont pas minces, ça existe, hein, qui sont genre, quand je dis minces, genre parfaitement sculptés. Voilà, c'est des hommes avec différentes formes, ça existe aussi, mais qu'on en voit quasiment pas du tout. Et du coup, en fait, les conséquences de l'héroïne chic, ils ont été multiples sur les femmes. L'héroïne chic, du coup, a contribué à créer beaucoup de troubles chez les jeunes parce qu'ils voulaient absolument être minces. Sauf que c'est quoi la façon la plus simple, on va dire, d'être mince, c'est de ne plus manger, créant ainsi énormément de troubles alimentaires. En plus de l'impact que peut avoir tout ça sur la santé mentale des jeunes filles. Et le problème, c'est que lorsque arrêter de manger ne suffit pas à nous faire perdre aussi de poids qu'on voulait ou peut-être pas dans les zones qu'on voulait, on va avoir recourir à des méthodes de plus en plus radicales. Quand par exemple la prise des médicaments très dangereux pour la santé, il y a eu énormément de scandales où on voit énormément de filles qui prennent des médicaments qui sont destinés principalement par exemple à des personnes en fort surpoids, voire même en fort surpoids, prendre alors qu'elles font 60 kilos, et ça provoque énormément de problèmes de santé et c'est des choses à pas faire. Et en fait, je trouve ça drôle parce que ça, le fait que vouloir que la femme soit absolument mince, ça a vraiment un rapport avec notre société actuelle. Parce que quand on regarde un peu les anciens tableaux, Rubens ou plein d'autres artistes ou même aussi des sculpteurs, en fait, les femmes ne sont pas représentées minces, hein. Quand vous regardez, les femmes, elles ont des formes, c'est-à-dire ils ont un petit bidou, on voit qu'ils ont des cuisses, en fait, on va dire qu'elles existent normalement. Et même, tout le contraire, c'était considéré comme les femmes les plus belles. Quand on voit, par exemple, des sculptures d'Aphrodite, elle n'est pas mince, hein. C'est considéré comme une des femmes les plus belles, bien évidemment, dans la mythologie grecque et tout ça. Et je sais pas pourquoi, aujourd'hui, on veut absolument qu'une femme soit mince. Franchement, on dirait, quand je vois certaines femmes ou certains mannequins qui sont tellement minces, qu'en fait, elles ont aucune forme, elles ont ni poitrine, ni fesses, on dirait un enfant. Franchement, je comprends pas. Comme je vous ai dit, la façon la plus facile, du coup, de maigrir, c'est de pas manger, ce qui crée ainsi énormément de troubles, et surtout un trouble que c'est les pro-ana. En fait, c'est les pro-anorexie. Et c'est un mouvement qui est né énormément sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. En fait, c'est des gens qui vont se partager des choses pour, en fait, être le plus mince possible, des astuces, quoi manger, quoi pas manger, pour pouvoir perdre énormément de poids. Mais ça peut être des méthodes complètement dangereuses, que ça soit par exemple ne pas manger, prendre des laxatifs, comme je vous ai dit, des médicaments pour maigrir, sauf que ça provoque énormément de problèmes de santé. Et en fait, le comportement pro-ana est un peu problématique aussi parce que ça rentre dans un système de compétition. C'est celui qui va être le plus mince. Et en fait, ce qui pousse, ça nous pousse à faire, pour gagner, des choses de plus en plus irrationnelles. On a vu des gens avoir énormément de problèmes cardiaques. Il y a aussi énormément de dépression, d'anxiété et d'exclusion sociale, parce que si on va être obsédé par notre corps, par notre image, du coup on va arrêter de manger, ce qui nous coupe un peu, parce que la nourriture c'est ça aussi. La nourriture c'est aussi un lien social. Aller au resto avec ses amis, ça crée de liens. Et en fait, si on mange plus, en fait on participe plus à aucun repas, on côtoie moins de gens. Du coup on va se sentir incompris parce que les gens ne comprennent pas qu'on veut maigrir, quand en fait on n'est pas content avec ce qu'on regarde dans le miroir, et ça va créer un cercle vicieux. Dès qu'on va voir qu'on a pris 100 grammes, on va faire des crises d'angoisse, et ça malheureusement peut détruire énormément les jeunes qui sont très fragiles à ce sujet-là. Un autre type d'intervention qu'on fait lorsqu'en fait on est à la recherche en fait de cette maigreur, c'est le bypass. Le bypass généralement est réservé aux personnes qui sont en fort surpoids, et en fait les médecins mettraient en alerte sur ça, que ce n'est pas une solution miracle, qu'il faut changer des habitudes alimentaires, et voilà le programme le médecin qui donne, qui en fait consiste principalement à couper une partie de l'estomac pour le réduire. Et en fait ce qu'on va faire, on va créer une petite poche pour séparer en fait l'estomac, qui va être directement attaché en fait au système, à l'intestin, sans passer par
pour en fait, on va réduire l'estomac. Bon, je vous mettrai une image, ça sera plus facile. Surtout que le bypass, c'est pas une intervention facile. Là, on parle quand même de s'ouvrir. Ça a des complications comme n'importe quelle chirurgie, mais ça a des complications. Et c'est pas quelque chose à faire à la légère. On peut avoir des risques d'infection, de saignement, des fuites, de caillots sanguins. Il peut avoir des vrais risques sur la santé. Et c'est aussi à long terme. Même si l'opération se passe bien, il est possible que à long terme, on développe des ulcères, des problèmes digestifs. Voilà, c'est des choses à prendre énormément en compte. Une autre intervention qui nous permet de maigrir aussi très vite et surtout d'enlever les parties qu'on veut enlever, c'est la liposuction. Alors, la liposuction, c'est un grand sujet parce que je connais plusieurs personnes qui l'ont fait et j'ai l'impression qu'ils me parlent de ça comme si j'allais me faire les ongles. Je suis assez choquée de voir que ça a été énormément banalisé. La liposuction, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Comme je vous dis, c'est une intervention chirurgicale et je vais peut-être avoir l'air chiante dans cette vidéo à dire faites attention, mais les conséquences sont dramatiques. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des conséquences dramatiques sur votre vie et la santé va avant tout. Et en fait, l'héroïne chic pousse à ça aussi, pousse à comme on maigrit pas, à nous faire des liposuctions. La liposuction, c'est quoi? C'est en fait éliminer des zones de graisse qu'on ne veut plus, qui sont indésirables. Ça va être souvent, par exemple, les poignées d'amour, les cuisses, le ventre, le dessous des bras. Et surtout que la liposuction, même s'il y a aussi une intervention un peu plus sûre, on va dire, que le bypass, a aussi des complications. C'est-à-dire que, par exemple, si on te fait une liposuction, il est possible qu'une fois, par exemple, quand t'es coupé, en fait, il y a des irrégularités, rien n'est parfait. L'erreur est humaine et le chirurgien peut très bien se tromper. Et surtout que la liposuction peut aussi entraîner une nécrose cutanée. En fait, une nécrose cutanée, c'est que, en fait, des zones de la peau vont mourir, en fait, qui vont décéder et que parce qu'il n'y a pas de circulation sanguine suffisante. Et du coup, en fait, par exemple, si tu enlèves une partie de la cuisse, tu peux avoir une nécrose dans la cuisse. Du coup, tu ressentiras plus jamais ta cuisse. Et franchement, c'est quelque chose à prendre en compte, même si ça peut rester rare, mais c'est quelque chose. Est-ce que c'est un vol à chandelle en fait? C'est ça la question. Est-ce que c'est un vol? Et surtout que la liposuction, c'est une intervention chirurgicale entière et les interventions chirurgicales coûtent cher. Sauf que du coup, qu'est-ce qui se passe dans ça? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à aller dans des pays en dehors de la France pour faire une liposuction. On peut dire ce qu'on veut, mais si dans les pays européens parfois ça coûte cher, c'est aussi parce que on a des médecins qui sont relativement compétents et qu'on fait les choses dans les règles de l'art, mais bien évidemment l'erreur est humaine. Sauf qu'on a derrière quelque chose qu'on appelle la sécurité sociale, on a une sûreté, et on a des soins qui sont garantis, on a un certain suivi. Le problème se passe, c'est que on voit beaucoup de gens aller dans les pays tels que la Turquie et faire des liposuctions là-bas. Sauf qu'en fait, si tu fais ta liposuction en France, tu vas avoir un suivi par ton médecin, par ton chirurgien, tu vas avoir un suivi par ton anesthésiste, tu vas avoir plusieurs rendez-vous pour déterminer quelle zone, est-ce que vous êtes sûr, un délai de réflexion. En Turquie, j'ai regardé, il y a en fait ce qu'on appelle les PAC, c'est-à-dire que c'est une personne que tu contactes sur WhatsApp ou des agences qui font ça et en fait tu vas payer un certain somme qui est considérablement moins élevée que celle que tu aurais de payer en France. Une somme va dire par exemple 3 000 € pour aller te faire une intervention chirurgicale de liposuction et surtout on te fait le package, c'est-à-dire qu'on peut te dire ok si tu fais ton nez, tu fais ça et tu fais ça en même temps, on te fait une réduction, en plus t'inquiète pas pour l'hôtel, c'est compris dans les charges, tu viens, on te fait ta liposuction, surtout que parfois on te fait ta rhinoplastie, ta liposuction des bras, des cuisses et des poignées d'amour, parfois même vas-y tant qu'à faire une intervention, une augmentation mammaire, tout ça en même temps, sans que tu aies vu jamais ton médecin avant, tu rencontres ton anesthésiste le jour même, vous vous rendez compte de la dangerosité. Pourquoi on a rendu avec un anesthésiste? Parce que le mec, il t'endort. C'est-à-dire que le mec, il va t'endormir et peut-être un jour tu vas jamais te réveiller. Du coup, il doit être sûr que ce qu'il fait, c'est bien et qu'un jour tu vas te réveiller parce que tu t'endors et que tu te réveilles pas, on a un petit problème là. Du coup, en fait, là tu rencontres ton anesthésiste pour la première fois, imagine il se trompe. Déjà, imaginons il se trompe, voilà. Je suis désolée, mais on décède. Et une fois, imaginons que tout se passe bien, tu rentres en France et tu vas commencer à avoir des complications. Sauf qu'en fait, ton médecin, quand tu contactes l'agence, il va te dire ça va passer, et silence radio. Parce qu'en fait, ce médecin, il te suit pas, il a fait son intervention, il a pris son check et c'est parti. Et en fait, tu te retrouves avec des gros problèmes de santé, très graves. Et en fait, finalement, ça t'aurait coûté peut-être moins cher, moins de problèmes de santé, de le faire en France, avec un médecin français. En fait, le plus important, c'est le suivi médical. C'est que le médecin connaît ton dossier, c'est le médecin te connaît, t'as un suivi, aussi avec son anesthésiste, il sait ce qu'il fait. Même si tu vois, par exemple, à la place de payer 3 000 €, t'aurais payé 10, mais t'aurais payé 10 000 € en ayant toutes les garanties que t'as un problème. En fait, aussi, tu peux contester contre ce médecin.
tu peux aussi faire un recours à son encontre. Sauf que là, en Turquie, t'as aucune main dessus. L'agence, elle va te répondre par WhatsApp, vas-y, c'est bon, nous, on a fait notre boulot, débrouille-toi si t'as des problèmes. C'est grave quand même. Et ça, c'est des choses à prendre en compte. Il n'y a pas à faire à la légère une liposuction. Je sais, c'est chiant quand, par exemple, t'as des parties de ton corps que, on va dire, un peu t'aimes pas. Bah, en fait, aime-les. T'as pas besoin de te faire une liposuction. Et peut-être ça va faire trop bateau ce que je dis, parce que il y a par exemple, on va dire, moi, mon bide, j'arrive pas à l'enlever, je fais de sport, je mange bien, mais il partira pas. Tant pis, bah, il partira pas, je vis avec, c'est tout. Et surtout que les gens, franchement, parfois, si on a peur de regarder les autres, ils regardent même pas, ils s'en foutent, franchement, c'est rare. Je veux dire, franchement, si tu le fais pour les autres, ne le fais pas. Si tu le fais pour toi, réfléchis beaucoup avant. Est-ce que ça te dérange vraiment ou voilà, tu vois. Et si ça te dérange vraiment, fais-le avec un vrai médecin, un médecin qui te suit, un médecin qui est qualifié, que tu connais, qui va te suivre, qui, même après l'opération, 2-3 mois après, bah, il sera toujours là. Mais les conséquences de l'héroïne chic ne s'arrêtent pas là. On va aussi un énorme impact sur l'industrie de la mode. C'est-à-dire que le retour de la minceur, ça crée tous les troubles que je vous ai dit, mais aussi au niveau de la mode, c'est-à-dire que moi aujourd'hui quand je vais à Stradi ou quand je vais dans un magasin que j'essaye un 36 et qu'il me va pas, alors que j'ai toujours fait un 36 et que je sais un 38 qui me va serrer et que je suis obligée de prendre un 40, bah c'est quoi le problème? Pourquoi les tailles sont de plus en plus petites? Pourquoi un 34 on dirait un 30? Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on demande aussi, ça aussi c'est quelque chose de l'industrie de la mode parce que en fait ils te poussent pour que tu utilises moins de tissu, c'est aussi question d'argent en fait. Et aussi du coup inconsciemment quand tu mets un 40 alors que tu toujours fais un 36, bah ça te pèse, tu dis bah en fait je comprends pas, je suis pas en train de dire que faire un 40 c'est pas bien, hein. Mais c'est juste que bah quand par exemple t'as toujours fait de 34, tu te retrouves à faire de 40, bah tu comprends pas, surtout que t'as pas l'air d'avoir grossi. Et du coup tu vas te dire bah en fait j'ai grossi, du coup tu vas vouloir encore plus maigrir, alors qu'en fait pas du tout, t'as pas grossi, t'as toujours été normal. Et en fait bah non, genre bah non. C'est le vêtement à s'adapter au corps, pas le corps à s'adapter au vêtement. C'est le vêtement de t'embellir, pas l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Et je trouve ça assez grave quand on est revenu. J'espère que ça va pas durer. J'espère vraiment qu'il y a eu une prise de conscience avec tout le mouvement body positive et qu'il ne va pas être juste mis à la poubelle comme ça de coup au lendemain, et que les mannequins, voilà tout ce qui est magazine de mode, aussi tous les stylistes, bah en fait ils prennent en conscience ça. Parfois par exemple je vois vraiment des vêtements, des robes, je me dis ils ont pensé à mon ventre là, il va rentrer où? Parce qu'il y a même pas de zone où mettre ton ventre, c'est plat comme ça. Tu te dis bah non. Ou par exemple là aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais les robes dans les magasins sont extrêmement courtes. Pour pouvoir mettre une robe comme ça, il faut vraiment pas avoir de fessiers du tout, parce que sinon même un 40 ça tire à court. Du coup ça pose quoi? Ça pose que les gens qui veulent mettre ces robes là, bah qu'ils maigrissent de plus en plus, surtout les jeunes qui sont beaucoup sensibles à ça. Et je sais que moi j'ai un peu grandi dans les années 2000, et c'est vrai qu'à l'époque c'était grave la minceur, que tout le monde voulait être mince, mais je suis contente d'avoir fait mon adolescence un peu au moment de body positif, parce que je pense sinon j'ai déjà fait des régimes franchement où je buvais que de l'eau pendant 2 jours, et c'est pour ça que je me dis que ça sert à rien. Ça m'a juste causé des troubles alimentaires, ça m'a juste causé une détresse psychologique que franchement j'en avais pas besoin. Ça te met juste plus bactère, parce que tu te dis bah en fait je comprends pas pourquoi Kate Moss elle arrive à être si maigre et pas moi, alors qu'en fait elle c'est son métier déjà et pas moi, et surtout que bah peut-être parce que c'est différent et que j'ai pas besoin d'être aussi mince. Ça aussi pour être belle, et qu'on est belle peu importe notre poids ou notre façon de s'habiller, on est belle toutes. En tout cas je sais que cette vidéo vous a plu, je sais qu'elle était un petit peu longue, mais je voulais aborder ce sujet un peu tranquille. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. En tout cas si vous avez des autres remarques, c'est sûrement que j'ai oublié plein de trucs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et à ça, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.